Je voulais qu'on commence cette émission avec le témoignage très fort, hier soir, émouvant, poignant, déchirant, de Charles Bietri, qui a 80 ans, atteint, vous le savez, de la maladie de Charcot, qui était hier soir sur l'antenne de TF1, qui a témoigné, notamment sur l'aide à mourir. Je vous propose de l'écouter, et puis après, nous pourrons écouter également, parce que la semaine dernière, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Claire Fourcade était présente sur ces plateaux, sur notre plateau notamment, et nous pourrons écouter et l'un et l'autre. Charles Bietri, hier soir. C'est déjà dur de mourir, mais alors, mal mourir, c'est double peine. Souffrir au fond d'un lit d'hôpital, étouffé, ne plus avoir le moindre échange avec ceux qu'on aime et qui ont mal de vous voir espérer la mort, tout en sachant qu'il n'y a pas d'issue, c'est dur. J'attends un sursaut de nos gouvernants, qu'ils votent cette loi à l'unanimité et que je puisse attendre la mort tranquillement sans être un boulet pour les miens. Vous aimeriez éviter ce voyage de la Bretagne vers la Suisse pour une mort assistée, entouré de votre femme et de vos 2 enfants qui reviendront seuls. Vous aimeriez vous épargner ça. Évidemment, aller se suicider en Suisse n'est pas le rêve de ma fin de vie. Le voyage en voiture avec ma femme et mes 2 enfants, les visites de médecins inconnus, avaler moi-même l'ultime cachet et savoir qu'ils vont rentrer en France, tous les 3 avec l'urne funéraire dans le coffre, plus j'y pense, moins j'ai envie. Les soins palliatifs, s'il y a une loi, feront peut-être l'affaire. Ces soins palliatifs qui sont au cœur, évidemment, de la discussion de la fin de vie en ce moment. Et on avait cité l'Institut Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement, qui est tout à fait exceptionnel. Et on a été confronté à cela dans cette maison Canal+, avec la jeune femme dont je vous ai souvent parlé, qui réalisait cette émission, Audrey Missiraka. Écoutez ce que dit Claire Fourcade, qui, elle, est au contact depuis de si nombreuses années de ces personnes en fin de vie. Ces enjeux me paraissent très importants et pour que chacun puisse bien comprendre, parce qu'on a tous cette crainte de la façon dont notre fin de vie pourrait se passer ou celle de nos proches. J'ai rencontré au travers des débats, au travers des commissions, des conventions citoyennes, des auditions, beaucoup de Français qui ont cette crainte des conditions dans lesquelles la fin de vie peut se produire. Et il me semblait important de dire d'abord qu'on a les moyens que la fin de vie se passe dignement et qu'on peut vivre dignement jusqu'à la mort en France. Et puis aussi de nommer ce dont il est question dans les débats. L'euthanasie, c'est la mort donnée par un tiers qui, dans tous les pays qui l'ont légalisé, est un soignant. Et puis le suicide assisté, où la société donne à une personne les moyens de mettre fin à ses jours. Et je crois que c'est important d'utiliser les mots. D'ailleurs, tous les pays qui ont légalisé utilisent ces mots-là. La confrontation à la question de la souffrance et de la mort au quotidien, c'est difficile pour les soignants. C'est un choix particulier parce que ce qui est difficile, c'est pas la mort une fois, c'est la répétition de la mort. On a des très jeunes soignants dans le service. Je suis toujours très impressionnée de leur capacité à être là, à être présent. Et on peut faire ce chemin. Et puis, on accompagne les patients aux portes de la mort, on revient et on refait ce chemin avec d'autres. Et pour qu'on puisse revenir et repartir avec d'autres, il y a un moment où on doit laisser le patient. On ne peut pas mourir avec chaque patient qui meurt. Et je crois que c'est vraiment important de se dire que notre métier, c'est le soin, prendre soin, soulager, accompagner. Et c'est possible, je veux vraiment le répéter, c'est possible. C'est ce message, évidemment, qui est extrêmement important. Charles Bietri, hier, interrogé par Audrey Crespo-Mara sur TF1 dans l'émission 7 à 8, et je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Ce voyage vers la Suisse, vous l'avez programmé ? Si en France les conditions ne sont pas réunies pour une mort douce et à peu près calme, j'irai en Suisse. Je suis inscrit, tous les papiers sont signés, le cercle de famille est d'accord. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir en tête une statistique pas anodine, 90% des inscrits ne font pas le voyage en Suisse. Et ce sera votre cas. Quel est votre plus grand souhait pour vous et vos proches ? Que la phrase de ma femme « on rira jusqu'au bout » se vérifie. À la fin de votre livre, vous imaginez les derniers instants de votre vie, avec votre femme, votre fils et votre fille. Vous espérez, dites-vous, avoir la force de leur murmurer une dernière fois « je vous aime ». C'est un moment qui peut être difficile, mais qui peut être très beau. S'il me reste un peu de lucidité, j'espère qu'on se tiendra les mains, que je les regarderai avec l'esquisse d'un sourire et que j'aurai la force de leur dire « je vous aime » et ce sera fini. Nous savons tous que la fin est inéluctable et que le chagrin envahira ceux qui restent. C'était évidemment hier soir un témoignage bouleversant, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a aussi une volonté chez Charles Bietri de témoigner. Le journaliste qu'il est, de témoigner quand il parle de ce moment qui pourrait être très beau. C'est presque un témoignage
de témoin de ce qu'il vit. Et je trouve ça Elisabeth Lévy. Ça incite un peu, par rapport à ce sujet, à essayer d'être un peu humble et de ne pas être péremptoire. Parce que je crois quand même que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut asséner ses certitudes aux autres. Et moi, ce qui me frappe un peu depuis quelques années, c'est que cette idée, ces mots de suicide assisté, d'euthanasie, d'aide à mourir, sont devenus un peu une cause militante, sont devenus un peu un élément de la panoplie progressiste. Ce serait moderne, ce serait digne de mourir comme ça et pas digne de mourir sans intervention. Et Olivier d'Artigol disait une chose qui m'a frappé il y a 2 jours sur ce sujet, quand on a écouté Claire Fourcade. Il disait que lui avait changé d'avis sur le sujet quand il avait compris qu'en réalité, dès qu'il y avait des soins palliatifs, pour beaucoup, la demande d'être accompagné dans la mort s'arrête. Voilà. Donc, et on l'a constaté, effectivement, je suis d'accord. C'est pas une cause militante. C'est un problème auquel nous faisons tous face. Moi, j'ai perdu quelqu'un à Jeanne Garnier la semaine dernière et je voudrais vraiment leur rendre hommage ici. C'est vraiment... Et on voit bien que quand les gens sont accompagnés, ben voilà, ça veut... Qui sommes-nous pour dire ce qu'est une vie digne ? Qui nous dit que les dernières minutes de la vie de quelqu'un sont pas dignes ? Et l'idée qu'on va maîtriser la mort, que l'État va maîtriser notre mort, que c'est encore une affaire institutionnelle, moi, ça me... Voilà. Bon, en tout cas, chacun peut être d'accord de développer les soins palliatifs. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a cet institut Jeanne Garnier. Manifestement, dans toute la France, il n'y a pas cette qualité de soins toujours. Et on peut le regretter, bien évidemment. Alors, Charles Bietri, c'est une personnalité très forte de Canal+. Et il y a 40 ans, peut-être que certains se souviennent, moi en tout cas je m'en souviens, il était 3h du matin. Et j'avais le décodeur Canal+, quoi. Quand je dis j'ai, c'était mes parents qui l'avaient en fait, puisque je vivais encore chez mes parents. Et à 3h du matin, à 4h du matin, on avait convoqué les amis pour voir Ernst Hagler, qui est le plus grand match de boxe de l'histoire. Parce que vous avez 2 boxeurs qui sont arrivés sur le ring et qui se sont, pardonnez-moi, foutus sur la gueule. Ce qui n'arrive jamais. Ils se sont battus comme personne ne se bat à ce niveau-là. Hagler-Ernst. Et qui commentait ? C'était Jean-Claude Bouttier et Charles Bietri. Et j'ai voulu ce matin qu'on réécoute quelques secondes de ce combat mythique et qui est dans l'ADN de Canal, parce que c'était en 1985, c'était les débuts de Canal, et personne ne faisait ça à l'époque. Regardez, et la voix de Charles Bietri. Voilà, vous avez vu encore ce dernier regard. Maintenant, il n'est plus question pour personne de reculer, plus question de parler, de faire toutes les analyses possibles et imaginables. Il est l'heure maintenant d'y aller. Je pense que vous n'allez pas regretter de vous être levé. Je crois que nous allons vivre un événement tout à fait exceptionnel. Première reprise. Comme on pouvait s'y attendre, d'entrée Marvin Hagler qui cherche à travailler en force et qui a été contré. Marvin Hagler qui a été touché sérieusement dans ce premier round déjà. Déjà une formidable bagarre. C'est absolument extraordinaire. Je trouve qu'on a presque les larmes aux yeux en voyant ce combat qui est extraordinaire. Et puis après avoir entendu évidemment Charles Bietri, je précise d'ailleurs, et c'est sans doute anecdotique, mais la voix de Charles Bietri, elle est en intelligence artificielle, puisque c'est pas sa voix, il ne peut plus parler. Donc vous avez un process qui permet non seulement de prendre sa voix quasiment telle qu'elle, et d'avoir son rythme de voix également, puisque quand on l'entend, on a l'impression que Charles Bietri, c'est lui. Et ça, c'est quand même... Mais il s'exprime comment ? C'est-à-dire, il écrit c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'il a donné ses réponses à Audrey Crespo-Mara par écrit. Ah, par écrit, voilà. Elle lui avait... D'ailleurs, quand on a reçu... je me souviens. Exactement, vous étiez présent. On a fait la même opération. C'est-à-dire que vous, à l'avance, vous donnez vos questions. Les questions, effectivement, sont écrites sur un ordinateur, sans doute. Et quand il appuyait, le son... et c'est tout à fait extraordinaire parce que là c'est quasiment sa voix.
Donc voilà ce qu'on pouvait dire, évidemment. Et puis je sais qu'il nous écoute quelques matins du côté de Carnac. C'est qu'il a un beau visage et il a des facultés intellectuelles intactes. C'est ça qui est saisissant. Et on entend sa voix. Voyez-vous. Mais par rapport à ce que dit Elisabeth, laissons effectivement décider. Pourquoi ne pas permettre de décider? Et moi, j'appelle de mes voeux que ce débat ait enfin lieu à l'Assemblée nationale. Et je suis un peu inquiet de voir que le Premier ministre a scindé ce débat en deux. Au contraire. Au contraire. Contraire. C'est une très bonne chose qu'il l'ait scindé. Parce qu'il y a consensus sur les soins palliatifs. Oui, d'accord, mais Et bah après, donc, ça, au moins, ce sera la fait. fin de vie, l'aide à mourir. La maladie de Charcot est une maladie tout à fait particulière. Parce qu'effectivement, on a la pleine connaissance, la pleine conscience. Votre cerveau marche parfaitement et vos muscles ne répondent plus. Donc vous êtes vraiment emmuré vivant. C'est un cas, on ne va pas faire de la casuistique, mais c'est vraiment le cas où effectivement la question du suicide assisté se pose, bien sûr. Même sur le plan moral. Mais ce que m'a frappé dans ce que disait Charles Bietri, c'est quand il explique « je ne veux pas être un boulet pour les miens ». Et c'est le problème de ce qu'on appelle avec une pudeur que je trouve obscène, donc la fin de vie, l'aide à mourir. Le problème que pose effectivement l'euthanasie, c'est celui-là. C'est-à-dire que tout le monde se posera cette question, est-ce que je ne suis pas, d'une manière indue, en train de peser sur le quotidien des miens? C'est ça qui est absolument insupportable. Et Jeanne Garnier, il y en a un dans le 15e arrondissement, à 500 mètres d'ici, mais il n'y en a pas dans les autres départements. C'est vraiment le problème. Effectivement. En tout cas, c'était le premier thème que nous voulions aborder ce matin et évidemment envoyer nos ondes positives pour Charles Bietri qui, au-delà de Canal, est très inspirant dans nos métiers par la carrière qu'il a eue, que ce soit à l'AFP avant et puis par la révolution qu'il a proposée dans la manière de traiter le sport. Elias, 14 ans, qui sortait vendredi soir de son entraînement de football dans un stade du 14e arrondissement de Paris. On est avec Marie-Victoire Dieudonné. On va parler de ces deux suspects, de ces deux jeunes, et évidemment, se pose la question de quoi faire de ces... C'est un débat qui existe là aussi depuis quelques heures, pas depuis quelques heures d'ailleurs, depuis de nombreux mois. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes délinquants, 15 ans, 16 ans, 17 ans? Voyons le sujet de Kinson. Depuis octobre, les deux suspects avaient interdiction de se rencontrer. Une mesure difficile à contrôler car leurs familles vivent dans la même résidence. Cette voisine les voyait régulièrement dans le quartier. Je les voyais, les deux suspects, souvent ensemble. Bon, on sait que le soir, ils rentraient tard. On sait qu'il y a toujours une bande de jeunes qui traînent dans le quartier, surtout derrière, du côté du stade. Mais voilà, ça s'arrête là. Les deux mineurs, âgés de 16 et 17 ans, étaient connus de la justice. L'un pour vol-extorsion en décembre 2023, ensemble pour des vols, avec violence en octobre dernier. Pour Karine Petit, la maire du 14e arrondissement, ces mesures n'ont pas suffi à éviter ce drame. On n'a pas réussi à les empêcher de récidiver et de manière plus grave, jusqu'à la mort d'un autre adolescent. Elias, 14 ans, sortait de son entraînement de football lorsqu'il a été agressé par les deux mineurs. Poignardé parce qu'il a simplement refusé de céder son téléphone. Une agression mortelle qui choque les habitants. Ce qui est triste, c'est d'en arriver là, d'en arriver à ce point de... Oui, ça a vraiment choqué vraiment toutes les mamans, tout le quartier. Selon certains riverains, le quartier a déjà connu des problèmes de vol. Certains élus dénoncent une forme de laxisme face à l'insécurité. Une enquête pour infraction d'extorsion suivie de mort, crime faisant encourir la perpétuité, est ouverte. Marie-Victoire Dieudonné est avec nous. Est-ce que vous avez des infos à nous donner ce matin? Oui, exactement. En tout cas, on va pouvoir revenir sur les faits pour recontextualiser tout ce drame. Alors, c'est d'abord devant cet adolescent de 14 ans que ces deux jeunes qui s'interposent, deux jeunes de 16 et 17 ans. L'un va sortir un couteau. Il veut donc s'emparer du téléphone portable de cet adolescent, Elias. Cet adolescent, justement, va résister. Il va alors être frappé à la clavicule. Les agresseurs prennent la fuite et Elias, pendant ce temps, tombe au sol. Il va perdre connaissance
connaissance, être transféré à l'hôpital, y faire plusieurs arrêts cardiaques et finalement décédé samedi midi. Alors sur place, les policiers de la BAC vont suivre la direction des agresseurs. Et puis pendant ce temps, les enquêteurs vont effectuer des rapprochements avec les individus du quartier qui étaient bien connus donc dans ce quartier du 14e arrondissement, je le rappelle. C'est après des premiers aveux que le jeune de 17 ans va confirmer, Pascal, avoir porté le coup de couteau mortel. Alors, comme vous le disiez, ces individus ne sont pas étrangers à la justice. Celui de 16 ans l'est pour fait de viol, vol avec violence... De viol ? De vol. De vol. Vol avec violence et vol en réunion. Combien d'agressions, par exemple, avant ? Est-ce qu'on sait le nombre de fois où il a été... Le nombre précis ne nous a pas été communiqué, mais en tout cas, les deux individus étaient connus de la justice. Et ils avaient notamment été présentés ils devaient être présentés à la justice en juin 2025 pour comparaître devant le tribunal pour mineurs. Et ils avaient, entre-temps, l'interdiction de rentrer en contact. Bon. Ce qui Clairement, ces jeunes gens, il faut les mettre à l'abri. Et les mettre en prison. D'ailleurs, ça serait intéressant que le magistrat qui a décidé ça, parce que on ne sait jamais quel magistrat a pris cette décision. C'est ce que vous disiez hier, d'ailleurs, cher Georges Fenech. Illusion, aucun magistrat ne viendra s'expliquer, sauf une commission d'enquête parlementaire. Oui, mais alors moi je trouve que ça serait intéressant quand même. Le magistrat qui a pris cette décision, je trouve, moi je ne veux pas le mettre en accusation, je voudrais entendre ses raisons. Avant de me faire mon jugement. Je voudrais qu'on les entende, ces gens-là, qu'on les entende personnellement, qu'ils viennent dire voilà pourquoi j'ai pris la décision. Puis après, chacun est libre. La mère, quand même. Il ne s'agit pas de les accuser. Il s'agit de comprendre comment ils ont été amenés à prendre cette décision. La question qui va se poser aussi, c'est est-ce qu'un suivi judiciaire avait été mis en place par le procureur ? Suivi judiciaire pour des gens de 16 ans, ils ne devaient pas se voir, ils se voyaient, ils habitent dans la même tour, donc, ou dans la même... Bon, est-ce qu'on sait le profil de ces jeunes gens ? Est-ce qu'ils allaient à l'école, au lycée, au collège ? Est-ce qu'on sait ce que font leurs parents, par exemple, s'ils sont présents ou pas ? On sait en tout cas que, comme vous le disiez, c'est des individus qui étaient problématiques dans le quartier. Ils faisaient partie des 5 jeunes qui avaient été reçus notamment par la mère. La mère qui avait dit on a mis des mots. Vous savez, moi je n'en peux plus des mots de Madame Karine Petit et de tous ces mots de ces gens-là. Je n'en peux plus. On a mis des mots sur la situation, etc. Elle ne comprend rien. Donc elle peut mettre des mots jusqu'à la fin de sa vie. Ça ne sert à rien. Voilà, ces jeunes gens, ils ne comprennent qu'une chose, pour le moment en tout cas, c'est de protéger la société. Donc Madame Petit, après, c'est les électeurs qui décideront. Nathan Devers. D'abord, le drame est absolument terrible et on a une pensée pour les parents, pour les proches, pour les amis, etc. Mais j'ai été choqué aussi par la manière dont la mère a parlé. J'ai trouvé que ça manquait en fait de gravité. Elle avait une voix technique. On avait l'impression qu'elle parlait de n'importe quel sujet, d'un incident qu'il y avait eu lieu. Là, quand même, il ne s'agit pas de mettre en cause sa responsabilité personnelle. Et pourquoi ? De le dire sur un autre ton. Et pourquoi ? De dire les choses sur... Et pourquoi personne n'est jamais responsable ? Pourquoi elle ne serait pas responsable ? Je sais pas, moi, si j'étais maire du 14e et qu'il se passe ça dans mon arrondissement... C'est dans le 12e, d'ailleurs. Non, le 14e. Non, Karine Petit, c'est la maire du 12e, non ? Non, du 14e. Non, du 14e. Je crois du 14e. Ah bon. Mais en tout cas, j'aurais parlé différemment, j'aurais été pétri d'une forme de honte ou de chagrin absolu. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ça quand même. Mais enfin, bon, le carillon, vous avez entendu le carillon ? Oui. Donc, quand on entend le carillon, c'était ? Eh oui. Donc vous l'avez entendu, les carillons.